La crise liée au coronavirus risque d'avoir de fâcheuses conséquences sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. L'arrivée de ce virus qui n'épargne aucun pays, que ce soit de façon directe ou indirecte, et qui a pris de court le monde, fait craindre le pire et oblige celui-ci à se réorganiser, alors même qu'il leur reste 10 ans pour déployer au maximum leur stratégie. Les Nations Unies harmonisent et s'adaptent. Nous allons voir tout cela avec notre invité du jour, Jean-Delors Biogué. Il est docteur en droit, économie et en sciences politiques. Il est également membre des Nations Unies au Gabon. Avec lui, nous allons passer en revue les actions en rapport avec ces 17 ODD et évaluer leur efficacité à l'heure du coronavirus. Bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Merci madame. Bienvenue à vous également. Et déjà, nous voulons planter le décor. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur l'histoire de ces 17 ODD? Très bien, merci madame pour la question et pour l'invitation. Il a été constaté dans le monde que depuis la mondialisation, tous les pays du monde se battent pour atteindre tout seuls le développement au détriment des conséquences de leurs efforts pour leur développement national sur les autres États. Alors la communauté internationale s'est réunie d'abord en 2000 lors du sommet du millénaire pour dire il faut que nous changions notre manière de développer le monde. Nous devons faire en sorte que toutes les stratégies de développement des pays tiennent compte du fait que le monde doit se poursuivre après les générations présentes. Et que tous les États, pour avoir la stabilité mondiale, il faut que nous pensions un développement intégré qui ne laisse aucun État derrière. Alors on a d'abord fait l'agenda que l'on a appelé l'agenda du millénaire, donc les objectifs du millénaire pour le développement. Il y en avait 8. Le bilan que nous avons fait de ces objectifs du millénaire pour le développement, qui visait à faire en sorte que le monde entier ait un agenda mondial auquel tout le monde s'aligne pour éviter des disparités, des injustices. Cet agenda avec 8 objectifs avait produit des résultats mitigés, mais ouvrant des perspectives d'espoir. Alors la communauté internationale s'est réunie en septembre 2015 pour dire il faut que nous puissions aller de l'avant dans l'initiative de la mutualisation des efforts, c'est-à-dire dresser un agenda commun de développement à tous les États qui va s'articuler autour de 17 objectifs de développement durable qui sont imposés à tous les États du monde pour pouvoir faire en sorte que la mondialisation fasse moins d'injustice, que la mondialisation soit moins porteuse de crises et de conflits et que la mondialisation engendre moins d'inégalités sur la Terre. Voilà comment nous en sommes arrivés à l'agenda 2030, donc qui s'appelle encore l'agenda des ODD. Alors, l'ambition est noble, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que justement cet agenda a réussi à changer les pratiques des gouvernements mondiaux ou encore des grandes institutions ou même des ONG? Très bien. Alors, nous sommes donc en cours d'expérimentation de ce nouveau processus qui consiste donc à dire que nous ne pouvons pas développer le monde, que chaque État ne peut pas se développer sans tenir compte de ces 17 objectifs en vue justement de créer des conditions de justice sur la Terre, la préservation de l'environnement, puisque l'environnement est un héritage commun, la lutte contre des inégalités, parce que nous nous rendons compte aujourd'hui que la menace de l'humanité, c'est l'homme qui n'est pas intégré, l'homme exclu. Nous voyons comment le terrorisme, etc., les profils de ceux qui rentrent dans le djihadisme et dans les luttes armées, c'est en général des gens qui se sentent exclus. Donc nous pouvons dire depuis 2015 que l'agenda a été lancé, il y a quelques avancées significatives dans certains ODD. Nous pouvons donc classifier les résultats obtenus en 3 catégories. Vous avez des objectifs de développement durable qui connaissent une exécution difficile et dont les résultats peinent à amorcer des espoirs d'atteinte d'ici 2030. C'est le cas de l'objectif de développement durable numéro 1, par exemple, qui s'intitule « Pas de pauvreté ». Parce qu'on a constaté qu'il y a encore près de 56% de la population
qui n'est pas encore couvert, qui ne bénéficie pas encore de la couverture sociale, par exemple. Et on a constaté qu'il y a à peu près 743 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Et parmi ces 743 millions, il y a à peu près 443 pour l'Afrique seulement, l'Afrique subsaharienne. Donc les défis sont énormes et nous sommes convaincus que cet objectif de développement durable, lié à la pauvreté, à la lutte contre la pauvreté, pose beaucoup de problèmes. Mais vous avez d'autres, un tout petit peu. La deuxième catégorie d'ODD, c'est celles qui sont, comment dirais-je, qui portent des espoirs en progrès. Et parmi eux, vous avez l'ODD 3, l'objectif de développement durable 3, qui est lié à la santé, où on constate par exemple que certaines maladies ont disparu. On constate également que l'espérance de vie globalement est en train de s'allonger. On constate également aussi que le taux de mortalité à la naissance, etc., est en train considérablement de se réduire, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire en matière d'égalité d'accès aux structures de santé, notamment les disparités entre les populations vivant en milieu rural et celles vivant en milieu urbain, par exemple. Donc il y a encore quelques gaps à combler, mais des avancées significatives sont en train de se faire à ce niveau et nous voyons qu'il y a de l'espoir que nous puissions avoir à l'amélioration des conditions de santé d'ici 2030. Il y a d'autres objectifs de développement durable qui connaissent des réalisations mitigées. D'accord. Lesquelles ? C'est celle, par exemple, l'ODD 11, qui est l'objectif de développement durable 11, qui est consacré aux villes durables. Nous parlons également de l'accès aux ressources, l'accès à l'énergie, à l'eau, etc. Et tout ce qui concerne, l'eau, par exemple, un enjeu majeur. Et nous nous en rendons compte aujourd'hui dans la crise justement du Covid-19, de pouvoir constater que les services de santé sont dépourvus d'eau dans plusieurs pays, d'eau potable. Les écoles n'ont pas d'eau. Et lorsque nous adoptons un plan qui est consacré à la riposte au Covid et que l'un des éléments essentiels de cette riposte consiste à se laver les mains régulièrement et qu'il n'y a pas d'eau, ça devient compliqué. Donc vous voyez un tout petit peu, et tout ce qui concerne les industries et tout ce qui concerne également les partenariats mondiaux, donc l'objectif de développement 17, et tout ce qui concerne l'environnement, l'objectif de développement 15 par exemple, connaissent quelques balbutiements dans leur exécution. Et ce sont des balbutiements qui peuvent être corrigés. Voilà pourquoi le secrétaire général des Nations Unies, après avoir tiré donc ce bilan mitigé de l'exécution des 17 objectifs de développement durable, a lancé, il y a de cela quelques mois, la décennie de l'accélération. D'accord. Donc, après avoir fait le bilan, nous avons identifié qu'il faut accélérer la réalisation des objectifs de développement durable en mettant l'accent sur tout ce qui peut faire en sorte que d'ici 2030, on ne laisse plus personne au bord de la route. Donc on essaie de redéfinir la stratégie, mais en attendant, est-ce qu'on peut avoir justement ces éléments qu'ont pu apporter les ODD dans les débats politiques au niveau mondial ? Très bien. Alors le niveau mondial est la somme de tout ce qui se passe au niveau national. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été exigé maintenant au pays au niveau national? Ce qui a été exigé au pays au niveau national était que chaque État essaye d'aligner ses politiques nationales de développement aux objectifs de développement durable. C'est ainsi qu'en 2015, par exemple, avec l'appui des Nations Unies, le Gabon a aligné le plan stratégique Gabon émergent aux objectifs de développement durable et aux 169 cibles des objectifs de développement durable. Ce qui veut dire que lorsque nous exécutons au Gabon le plan stratégique Gabon émergent, nous mettons en œuvre des ODD. C'est déjà une exigence qui a été imposée plus ou moins à tous les États et à tous les 193 États ayant adhéré à cet agenda. Maintenant, il y a les mécanismes de suivi de l'exécution. Et donc, chaque État devient redevable en signalant aux autres pays à travers la publication d'un rapport de mise en œuvre des ODD. Et ce rapport permet donc d'évaluer quels sont les progrès qui ont été réalisés et où est-ce qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Dans le cas du Gabon, par exemple, il y a une avancée significative en matière d'ODD 3
qui concerne donc la santé. Il y a une avancée significative en matière de l'ODD 4 en termes d'éducation, même si il y a un fort taux de scolarisation, mais le problème, les résultats peuvent être nuancés au niveau de la qualité de l'éducation. Donc, on voit qu'à partir de l'évaluation de ce qui s'est fait sur l'ODD 4, il y a, au niveau quantitatif, nous avons un fort taux de scolarisation, mais au niveau qualitatif, il faut revoir les enseignements, les conditions d'apprentissage des enfants, etc. Vous avez parlé du suivi tout à l'heure. Est-ce que quand même les Nations Unies exercent une forme de pression sur les États pour justement essayer de voir comment mettre en place les différents ODD? Nous n'avons aucun pouvoir de pression sur les États parce que chaque État est souverain. D'accord. Et encore que aucun État n'a besoin d'être mis sous pression parce que chaque État a adhéré volontairement à cet agenda parce qu'ils se sont rendus compte que cet agenda concentre des mesures salutaires pour ces États. Nous essayons de comprendre pourquoi certains États sont en difficulté. Une fois qu'on a identifié les difficultés de mise en œuvre des objectifs de développement durable au niveau national, nous faisons tout maintenant pour accompagner ces États à se mettre au même niveau, à accélérer. C'est pour cela que nous livrons souvent à un exercice de diagnostic des politiques publiques de développement pour voir où est-ce qu'il y a des faiblesses qui constituent des obstacles à la mise en œuvre des ODD. Et là, nous faisons un rapport de recommandation et deux fois, dans certains pays, nous appuyons la mise en œuvre de ces rapports de recommandation pour l'accélération. D'accord. On a certains objectifs qui, à court terme, pendant cette crise due au coronavirus, peuvent effectivement avoir un impact positif pour la lutte contre la pauvreté, par exemple. Mais est-ce qu'à long terme, il n'y aura pas un impact, parlons du climat? Très bien. Alors, vous savez, tout ce qui est proposé comme réponse au niveau, en termes dans le cas de la riposte au Covid-19, est aligné aux objectifs de développement durable. Maintenant, c'est l'exécution qui peut connaître un problème parce que cet alignement nous amène à des actions prioritaires. Aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence. Ce qui est sûr, c'est que les infrastructures routières, ce n'est pas ce qui va retenir la priorité. C'est de pouvoir dépister, connaître le nombre de cas qu'il y a dans le pays, pouvoir les prendre en charge, etc., et envisager la suite pour pouvoir maîtriser la situation des contaminations. Donc, ce qui veut dire qu'il y a certains objectifs de développement durable qui vont aujourd'hui connaître une exécution accélérée. Vous avez vu, par exemple, la riposte au Covid nécessite que les États disposent des structures sanitaires capables de répondre, des respiratoires, des lits pour accueillir des personnes et bien d'autres exigences liées à la prise en charge des malades atteints par le Covid. Ce qui fait qu'il y a une réorientation des priorités. Et c'est là où votre question a toute sa signification, parce que cette réorientation des priorités, étant donné que les ressources sont rares, amène nécessairement à mettre entre parenthèses les autres aspects de la mise en œuvre des ODD pour se concentrer sur la santé, pour se concentrer sur les politiques publiques, pour se concentrer sur les infrastructures sociales de base qui permettent justement d'endiguer le phénomène et une meilleure prise en compte des personnes atteintes du virus, aussi bien en termes de prévention des contaminations qu'en termes curatifs, n'est-ce pas? Donc la prise en charge des cas déjà décelés, enfin diagnostiqués positifs. Au centre de notre échange, il y a la Covid-19, ce mal qui met à genoux l'économie mondiale, le monde entier sur différents pans. Dans quelle mesure pensez-vous que justement cette pandémie aggravera des niveaux de pauvreté déjà assez terribles dans le monde? Alors, vous voyez, ce qui se passe, c'est la première porte d'entrée à la pauvreté. C'est l'arrêt systématique de l'économie mondiale, lié aux mesures de confinement, qui, elles, participent donc de la lutte contre la propagation de la maladie. Ce qui veut dire que l'arrêt des activités économiques, eh bien, signifie baisse de la production. L'arrêt de l'activité économique signifie également baisse du flux des transactions, des échanges, parce qu'il y a plus les moyens de transport ne sont plus convenablement assurés, parce que les industries ne fonctionnent pas, et également la baisse de la demande.
Ce qui veut dire qu'il y a ce déséquilibre qui se crée et qui va avoir un impact au niveau mondial, au niveau du circuit économique mondial, au niveau des échanges dans un contexte fortement mondialisé. Et au niveau national, comme je vous l'ai dit, la pauvreté gagne du terrain parce que justement, on s'intéresse à un seul aspect de la pauvreté qui est celui de la santé au détriment des autres. Aujourd'hui, par exemple, les cultivateurs ne peuvent plus aller au travail, mesure de confinement, et par la suite, il faut des transports pour pouvoir acheminer les vivres des lieux de production vers les lieux d'écoulement. Ça crée toute une série en termes de chaîne d'alimentation des marchés qu'il va falloir donc un jour essayer de résoudre. Mais pour que le cultivateur aille travailler, il faut qu'il soit sûr qu'il ne sera pas contaminé. Est-ce que il faut donc que nous prévoyions toutes les mesures nécessaires à la protection de l'homme au travail pour éviter que les structures de production ne deviennent des lieux de contamination et de propagation de la maladie. Donc, voyez un tout petit peu comment nous sommes atteints par l'arrêt de l'activité économique qui a des répercussions sur les capacités de production mondiale et nationale et qui fait qu'on se retrouve dans une incapacité totale de produire. Or, la lutte contre la pauvreté repose sur la production, aussi bien qualitative que quantitative. Et là, on se rend compte que les pays, par exemple, qui sont extrêmement soumis à l'importation des produits alimentaires de base, sont aujourd'hui coupés. Et donc, ce qui veut dire que la situation à laquelle nous assistons sur les marchés, c'est la rareté des produits. Et cette rareté conduit à l'augmentation des prix. Et étant donné que les niveaux des capacités de financement des activités de consommation des ménages sont déjà faibles au départ, s'il y a inflation, eh bien, on réduit les capacités d'accès aux besoins de première nécessité, aux besoins alimentaires, aux produits alimentaires de première nécessité. Si vous nous rejoignez à peine, je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Jean Delors Biogué. Il est docteur en droit et économie et sciences politiques, membre des Nations Unies au Gabon. Avec lui, nous abordons la question de l'atteinte des objectifs de développement durable sous l'ère du coronavirus. Docteur, la pandémie de la Covid qui balaie les pays développés et les pays moins développés expose les fragilités des inégalités. Est-ce qu'aujourd'hui, les organismes internationaux ne sont pas face en griffe à leur échec? Non, je vais dire non, puisque on parle d'échec après avoir évalué l'aboutissement d'un processus. Le monde entier est soumis pratiquement à la crise depuis, on va dire, décembre. Et ça a pris les proportions mondiales à partir de février, mars, etc. Ce qui veut dire que le système international qui se structure autour des Nations Unies a prévu des mesures pour justement éviter qu'il y ait des inégalités qui s'accentuent, pour éviter la fragilité, pour éviter le développement exponentiel des vulnérabilités. C'est pour cela que nous avons, au niveau du système des Nations Unies, dans la politique d'accompagnement au développement des États, réaligné les réponses que nous apportons au niveau des pays autour de 5 piliers. Le premier pilier, c'est naturellement la santé. La santé devient prioritaire, donc il faut accélérer les mesures de santé en temps d'urgence pour que ceux qui sont économiquement faibles ne souffrent pas de, de l'incapacité d'accès aux services de santé. Il y a le phénomène donc lié à l'accès de tous à la santé. Il y a également le phénomène lié à d'autres maladies que le Covid, dont il faut continuer à se garantir et à assurer la prise en charge dans les structures de santé. Donc, lorsque nous développons le pilier 1, qui est lié à la santé, dans le cadre du programme de riposte des Nations Unies, ça tient compte de tout cela. Donc maintenant, la difficulté auquel on est confronté, naturellement, la première difficulté, c'est la difficulté liée aux ressources. Parce qu'il faut pouvoir financer l'achat du dispositif matériel qui va aller dans les hôpitaux, etc. Il faut financer la formation, les différentes formations du personnel de santé à s'adapter au nouveau contexte de prise en charge des malades. Il faut financer également l'équipement
des départements sanitaires au niveau des pays. Donc, il y a tout un vaste programme que nous mettons en place. Nous menons un plaidoyer pour qu'il n'y ait pas de disparité dans l'accès à la santé. Pareil, le deuxième pilier va concerner la protection sociale. D'accord. Et tout ce qui a trait à l'accès aux services sociaux de base, outre que la santé, l'éducation, l'accès aux minima sociaux, par exemple, pouvoir avoir accès à la nourriture en temps de crise, surtout pour des personnes économiquement faibles et qui sont fortement impactées par les mesures de confinement auxquelles les États sont exposés. Il y a aussi des mécanismes de garantie de l'accès au service social des personnes qui ne sont par exemple pas couvertes par la couverture la CNAMGS dans le cas du Gabon et dans d'autres, la couverture maladie dans d'autres pays, etc., de voir comment prendre en charge ces personnes qui sont répertoriées au niveau national et qui bénéficient des mesures étatiques, par exemple la banque alimentaire, qui prioritairement va concerner des personnes qui sont enregistrées comme étant groupe économiquement faible. Il faut pouvoir également s'occuper de ceux qui sont à la marge, qui ne sont pas répertoriés dans les instances parce que madame, ne sont pas détenteurs, par exemple, détentrices, par exemple, d'un acte d'état civil, l'acte de naissance. Donc, nous allons avoir des programmes qui vont accélérer l'établissement des actes de naissance, l'établissement d'état civil. Donc, à l'issue de cette crise, pour ne pas aller dans les autres aspects, parce qu'on a également le troisième pilier, c'est la relance économique. Le quatrième pilier, c'est tout ce qui concerne le support macroéconomique. Et le cinquième pilier va concerner donc tout ce qui a trait à l'éducation, etc. Donc, vous voyez, on a un agenda qui est actuellement en train d'être mis en œuvre et je peux vous garantir que qui aujourd'hui permet d'atténuer les conséquences néfastes du Covid sur la vie de manière globale et plus particulièrement sur ce qu'on appelle la sécurité humaine. Alors, peut-être la dernière question, bien avant l'arrivée du coronavirus, certains objectifs étaient déjà mis à mal. Vous l'avez énoncé, la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre la pauvreté à travers le monde, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Est-ce que réellement tout ça a été réalisable, c'est-à-dire l'atteinte d'un monde parfait? Est-ce que c'était réalisable? Est-ce qu'on n'a pas été trop ambitieux? Ben, écoutez, on dit souvent qu'il faut viser la Lune, comment? Pour atteindre le Soleil ou bien l'inverse? Donc, si nous revoyons, si nous évaluons nos ambitions à la baisse, nous ne sommes pas sûrs d'atteindre le résultat escompté. Mais le dire, c'est un tout petit peu rapide de ma part. Mais ce que je voudrais dire en même temps, c'est que cet agenda a été pensé, il est réaliste, parce que tous les États du monde ont mis à contribution les experts de leurs États. On s'est fondé sur les données pour pouvoir dire que d'ici 2030, on peut atteindre ces 17 de développement durable, ces 17 objectifs de développement durable. La difficulté, c'est l'inconnu. L'inconnu, c'est la crise. Aujourd'hui, nous parlons de crise sanitaire liée au coronavirus, mais avant, il y a des différentes petites crises financières qui ont soumis le monde à la difficulté d'exécuter ces 17 objectifs de développement durable. Je pense que l'optimisme international lié à ces différents objectifs de développement durable a plus ou moins été entaché par justement ces événements qu'on n'a pas pu prévenir. Mais la planification à horizon 2030 a prévu justement ces risques. Voilà pourquoi nous sommes rentrés à partir de janvier dans la décennie de l'accélération, c'est-à-dire de 2020 à 2030. Ça devait être l'accélération, mais nous sommes confrontés à une surprise stratégique liée donc à la crise sanitaire. Et là, il faut que nous puissions rebondir assez rapidement. Et le monde a des ressources. Le monde a des ressorts pour pouvoir rebondir. Maintenant, justement nous souhaitons rebondir, et c'est peut-être la dernière question cette fois-ci, sur justement ce monde qui détient des ressources. On a pu voir avec la crise due à la Covid-19 qu'effectivement, on s'est mobilisé sur le plan humanitaire, sur le plan financier. On a vu des moyens qui ont été mis en place. Est-ce que finalement, tout n'est pas une question de volonté politique, d'une réelle volonté politique? Vous avez dit le mot, c'est la première chose, c'est la volonté politique. La deuxième chose, c'est la gestion de comment nous gérons
les résultats de cet effort de solidarité internationale qui se traduit en aide publique au développement, comment est-ce que tout ce que nous rassemblons, aussi bien au niveau domestique qu'au niveau international, est géré? Est-ce que c'est géré de manière efficace et efficiente, à l'abri des détournements, à l'abri d'une mauvaise planification, etc. Ensuite, il y a le suivi et évaluation de l'exécution de l'aide, mais aussi des politiques destinées à la riposte contre le Covid. Donc nous avons donc ces défis qui peuvent être aujourd'hui un obstacle à l'efficacité de la solidarité internationale que nous sommes en train de voir agissante aujourd'hui. Et vous et moi, nous sommes donc interpellés justement à participer de cet effort de lutte pour qu'il y ait plus de transparence dans la gestion des ressources, pour qu'il y ait plus d'efficacité dans l'utilisation de ces ressources, mais aussi et surtout que nous soyons redevables, en sachant que tout acte que nous posons, nous devons être habités par l'obsession du résultat et de la redevabilité, comme je l'ai dit, la redevabilité qui consiste à savoir que l'argent qui est mis à ma disposition, ou bien le service qui m'est demandé, soit en tant que médecin, soit en tant qu'expert, soit en tant qu'analyste, qui m'est demandé pour produire tel ou tel résultat, doit se faire de manière efficace pour pouvoir permettre à un pan de l'humanité de sortir de la détresse. Donc nous sommes tous responsables de la lutte contre la misère qui frappe à la porte de l'humanité. Nous sommes tous responsables de la lutte contre la misère qui frappe l'humanité. Voilà qui est dit. Merci, Monsieur Jean Delors-Biogué. Je rappelle que vous êtes docteur en droit, économie et sciences politiques. Nous avons parlé avec vous de l'atteinte des ODD à l'heure de la Covid-19. Ce qu'il faudra retenir, c'est que la pandémie due au coronavirus est une épreuve pour l'humanité, mais elle lui donne également l'occasion de réajuster son fonctionnement pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici à 2030. Dans un récent plaidoyer, le secrétaire général de l'ONU disait, je cite, « Nous devons nous assurer que les leçons sont retenues et que cette crise représente un tournant décisif pour la préparation aux urgences sanitaires et pour l'investissement dans les services publics essentiels au XXIe siècle. Dans tout ce que nous faisons, n'oublions jamais que la menace est le virus, pas les gens. » Enfin, en attendant que l'on se retrouve pour un autre numéro, continuez d'appliquer les gestes barrières chez vous et plus important encore, portez obligatoirement votre masque lorsque vous sortez de chez vous et dans la mesure du possible, n'en sortez pas tout simplement. Encouragement au personnel de santé qui se bat pour préserver notre santé. L'information est en continu sur nos différentes plateformes sociales. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Yeah.